Premièrement, je pense qu'il y a aujourd'hui une sorte d'effondrement de l'école et de l'instruction. Il y a des études qui ont été publiées à la fin de l'année 2016 qui n'ont pas toutes la même valeur, mais qui doivent quand même interpeller. Vous vous souvenez peut-être de l'étude de l'ADEP où on étudie le niveau des élèves en orthographe, en leur faisant passer la même dictée depuis 1987. Et les chiffres disaient, sur une dictée de 10 lignes, un élève de CM2 fait aujourd'hui en moyenne 17,8 erreurs et il faisait 10,5 fautes en 1987. C'est quand même surprenant. Et la dictée, moi je vais vous la lire, puisqu'elle fait 6 lignes, et vous verrez en quoi elle consiste. La voici. Le soir tombait, point. Papa et maman, virgule, inquiets, virgule, se demandaient pourquoi leurs 4 garçons n'étaient pas rentrés. Point. Les gamins se sont certainement perdus, dit maman. S'ils n'ont pas encore retrouvé leur chemin, nous les verrons arriver très fatigués à la maison. Point. Pourquoi ne pas téléphoner à Martine? Point d'interrogation. Elle les a peut-être vus. Point d'exclamation. Aussitôt dit, virgule, aussitôt fait. Point d'exclamation. À ce moment, virgule, le chien se mit à aboyer. Point. Final. Dans cette dictée, il y a à l'heure actuelle des élèves qui font plus de 25 fautes. Ils étaient 5% en 1987 à faire plus de 25 fautes. Aujourd'hui, ils sont 19,8%. Bien. On pourrait reprendre après les chiffres sur le terrain des mathématiques, l'enquête TIMSS internationale, que je considère de bonne valeur, où on verrait effectivement une dégradation des résultats des élèves dans le domaine des mathématiques. Je ne mets pas, en ce qui me concerne, sur le même plan l'enquête PISA, parce qu'elle étudie plutôt des capacités à mettre en œuvre une connaissance, plutôt que de mesurer la connaissance elle-même. Si bien que ce que je dis là me semble correspondre à tout ce qui a été dit sur la disparition de l'allemand, du latin, des langues anciennes aujourd'hui à l'école. Et moi, je voudrais essayer de comprendre l'origine de cette situation. D'abord, je ne peux pas m'empêcher de citer une déclaration de Mme Najat Vallaud-Belkacem le 9 décembre à l'Assemblée nationale, et qui disait c'est en nous appuyant sur les progrès actuels que nous remédions à la situation catastrophique dans laquelle se trouve la maîtrise de la langue française ces dernières années. Et elle ajoutait il faut que l'on cesse ces réformettes à la marge qui n'abordent jamais le problème de front, que l'on cesse de ne s'intéresser uniquement qu'à la question des horaires. Si l'enseignement n'est pas efficace, peu importe que vous consacriez 20 heures ou 35 heures à l'enseignement, ce sera vain. Et Mme Najat Vallaud-Belkacem met en application ces principes, puisque avec la réforme des collèges, l'enseignement strictement horaire, l'horaire plutôt d'enseignement strictement au sens strict, diminue jusqu'à 4h30 par semaine par classe de 3e. Et elle va encore plus loin puisque on crée les épis. Et je voudrais expliquer ces 3 lettres. Enseignement, pratique, interdisciplinaire. Interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on n'enseigne pas une discipline. Et puis surtout, il y a le mot pratique. Ça veut dire quoi, pratique? Dans les premiers projets, c'est un petit peu amendé après. Mais dans le premier projet, ça veut dire pendant 1h30, c'est interdit de lire. C'est interdit d'écrire. Il faut que ce soit pratique. On fait de l'oral, on fabrique un objet, on fait un gâteau, on fait une carte du monde, on n'écrit pas. Pour des élèves de 3e. Et je crois qu'on touche déjà à une explication de ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais moi, je voudrais attirer votre attention sur un problème qui n'est pas suffisamment connu. Rémi, à juste titre, à plusieurs reprises, a parlé du rôle de l'Union européenne. Alors, on me dira, mais c'est pas possible, parce que
Le traité de Rome et le traité de Maastricht ne met pas l'éducation dans les compétences de l'Union européenne. C'est exact. Mais il y a tous les mois une rencontre des ministres européens de l'éducation. Par contre, l'Union européenne, par les traités, met la formation professionnelle et l'enseignement professionnel comme une des compétences européennes. Et à partir de là, j'ai le sentiment qu'on modèle toute l'instruction, toute l'école, tout le système éducatif. Et pour ne pas alourdir la discussion, moi j'ai pris simplement le dernier texte que je connais de l'Union européenne, qui s'appelle « Une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l'Europe » et dont le sous-titre mériterait des heures de discussion. Travailler ensemble pour renforcer le capital humain et améliorer l'employabilité et la compétitivité. Moi, j'aime bien le titre de cette conférence où on parle d'un enseignement humaniste. Il n'y a pas de place pour ça dans les directives de l'Union européenne. Le capital humain, c'est une notion qui a été inventée par des économistes américains dans les années 50, qui s'est répandue dans les institutions internationales comme l'OCDE, qu'on voit maintenant fleurir dans les textes de l'Union européenne. Et c'est quoi le capital humain? Moi, je connais des êtres humains qui ont des sentiments, qui ont une vie, qui, en dehors de l'entreprise, essayent d'avoir une vie privée et une vie familiale, ou une vie tout court, une vie réussie. Non. On est du capital humain. C'est une notion que moi je considère comme l'explication de cet acharnement à vouloir détruire aujourd'hui la transmission des connaissances, parce que s'il s'agit de former un capital, je crois que c'est absolument non nécessaire. Et dans ce cadre-là, pour ne pas aller alourdir la discussion, j'en viens à un aspect, c'est la relation justement entre l'école et puis le monde de l'entreprise. Il y a à chaque fois la volonté de développer l'esprit d'entreprise parmi les élèves, parmi les personnels de l'éducation nationale, etc. Et je suis tombé sur une petite polémique que je voudrais vous relater entre d'un côté la préconisation qui est celle de la communication européenne et puis les syndicats, membres parce que je suis un syndicaliste, les syndicats membres du comité syndical européen de l'éducation, c'est pas des révolutionnaires, mais enfin, ils essayent quand même de faire quelque chose. Et voilà le contenu de la polémique. Dans la communication de l'Union européenne, on dit les partenariats entreprises-enseignement peuvent, en faisant intervenir tous les secteurs et niveaux d'éducation et de formation, libérer le potentiel que possède l'économie. Je relis tous les secteurs et niveaux d'éducation. Et les syndicats membres du comité syndical européen de l'éducation, dont le mien, s'inquiètent. Ils disent bien sur une incidence sur la mission sociétale de l'éducation, la durabilité des financements, l'autonomie des établissements supérieurs en particulier. Parce que si on fait ça au niveau de l'université, ça peut avoir des tas de problèmes. Et il continue en expliquant: nous ne soutenons pas l'idée de la Commission européenne selon laquelle il conviendrait de créer des partenariats entre le secteur de l'éducation et les entreprises, au travers desquels les employeurs, les entreprises, auraient la responsabilité d'élaborer les programmes scolaires. On y vient. Est-ce que les entreprises, effectivement, doivent avoir la responsabilité d'élaborer les programmes scolaires? Eh bien, je crois qu'un processus est en cours sur ce terrain-là. Et les syndicats disaient: nous demandons aux institutions européennes de continuer à défendre le financement public durable de l'éducation. Et elle exprime la crainte, le financement basé... Oui, l'Union européenne propose aussi un financement basé sur la performance. Et les syndicats répondent: le financement basé sur la performance des écoles publiques de formation, l'enseignement professionnel ou bien la formation initiale pourrait conduire à un financement inéquitable des écoles et à des inégalités parmi les élèves. Je crois que là, on est sur un problème qui nous concerne tous. Et
pour pas alourdir la discussion, je voudrais citer quelque chose qui ne concerne pas l'Union européenne, mais qui est clair, à mon avis, ça. Vous avez tous vu qu'un nouveau président a été élu aux États-Unis, M. Trump, et qu'il a nommé une nouvelle secrétaire à l'éducation, un ministre de l'éducation, qui s'appelle Betsy DeVos. Madame Betsy DeVos a une famille, elle a un frère. Son frère a fondé il y a 20 ans la très lucrative société de sécurité Blackwater, qui s'était illustrée par des bavures en Irak. L'armée américaine en Irak a des supplétifs privés, parce qu'il n'y a pas assez de soldats là-bas, des supplétifs qui avaient, paraît-il, la réputation de tirer facilement sur les civils et de tuer des centaines et des centaines de civils. C'est son frère. On est dans un système où même l'armée peut être remplacée par une entreprise privée. Eh bien, on ne donnera personne en disant que Mme Betsy DeVos a la même conception. Pourquoi faire un service public? Et Mme Betsy DeVos est la spécialiste d'un système où elle dit l'école publique doit être remplacée par un système qui est basé sur ce qu'on appelle les vouchers. Les vouchers, c'est quoi? Vous arrivez dans une école, vous êtes parent d'élèves, vous achetez des actions de l'école. Vous devenez actionnaire de l'école. L'école, c'est une entreprise. Si l'école marche bien, il n'y a pas de souci. Vous allez revendre vos vouchers quand vos enfants seront partis. Et comme l'école aura bien marché, vous aurez même gagné de l'argent. Alors si l'école marche mal, c'est clair que vos vouchers vont perdre de la valeur. Et quand vous les revendrez, vous risquez de perdre de l'argent. Ça, c'est le summum. Il ne va pas y avoir de service public. Vous imaginez aussi ce que doivent devenir les enseignants dans ce système-là et ce que peuvent être les programmes dans un tel système. C'est le système où il n'y a que la loi de l'argent. Et je pense qu'il faut avoir en tête ces réalités qui existent afin de pouvoir les combattre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, évidemment, il faut s'opposer à ces dérives, c'est même pas ces dérives, à cette volonté avouée de détruire l'enseignement. Bien sûr, il faut commencer par supprimer les réformes en cours, comme la réforme des collèges, qui est une hérésie. Enfin, les profs tombent malades, je vous dis, il faut le savoir. Bon, le niveau de congé maladie n'a jamais été aussi atteint, et les enseignants, les collèges sont désorganisés par des jours de formation à répétition, qui font que des élèves ils n'ont pas cours pendant 2 jours, 3 jours, parfois pendant des semaines entières. Il y a des semaines à répétition. Il faut commencer déjà par ça, et je crois que jusqu'au bout, il faudra aller en combattant les orientations de l'Union européenne, les orientations qui sont aujourd'hui celles au service des entreprises, les orientations au service des plus riches.